Pour l'exercice de synthèse, on a demandé à Graham Fox de nous faire cette partie de l'exercice. Graham Fox est président et chef de la direction de l'Institut de recherche en politique publique depuis 2011 et met sa vaste expérience de direction dans le domaine des politiques publiques au service de l'Institut. Et avant de se joindre à l'Institut, M. Fox était conseiller en politique stratégique au cabinet d'avocats Fraser Milner Casgrain et auparavant vice-président au Forum des politiques publiques. Sur la scène politique, il a brigué en 2007 la circonscription d'Ottawa-Orléans lors des élections générales de l'Ontario. Il a aussi été chef de cabinet de Joe Clark et conseiller auprès des députés de la Chambre des communes. Donc, je vais lui laisser faire sa synthèse. On prendra une courte période de questions après M. Fox avant de passer à la conclusion de M. Fraser. Donc, M. Fox, je vous laisse la parole. Pour moi, il faut toujours baisser le micro. Alors, bon après-midi tout le monde. Merci à Martin et Linda de m'avoir invité à contribuer à la réflexion d'aujourd'hui que j'ai trouvée extrêmement riche. Je m'appelle Graham Fox, je suis le président de l'Institut de recherche en politique publique, qui est un groupe de recherche non partisan et indépendant, situé à Montréal, mais dont l'intérêt de recherche est pan-canadien. Et l'IRPP s'intéresse depuis toujours à la communauté fédérale canadienne, à la façon dont on gère un pays aussi vaste et diversifié qu'est le nôtre, et a tout récemment lancé un nouveau centre d'excellence pour étudier la communauté fédérale canadienne. Et pour nous, la vitalité de la francophonie canadienne et des communautés de langue officielle sont au cœur de la réussite du projet qu'est le Canada. Alors, on a un intérêt institutionnel pour ces enjeux-là, mais en tant que franco-ontarien qui est exilé maintenant à Montréal, j'ai un intérêt personnel aussi pour ces enjeux-là. Alors, ça me fait bien plaisir d'être ici. C'est à moi que revient la tâche presque impossible de résumer tout ce qui a été dit aujourd'hui et de rendre justice à la richesse des échanges. Vous étiez plusieurs au cours de l'après-midi à me faire un sourire. Comment c'est toi qui vas faire le résumé? Hein? Bonne chance, bonne chance. Mais je peux vous dire que, comme vous, puis ça a été souligné en début de symposium ce matin, moi aussi j'ai trouvé la dernière année longue, difficile et frustrante. Mais en même temps, il y a une belle ouverture, il y a une belle occasion devant nous. Et je peux vous dire personnellement que de voir mon drapeau flotter à l'Assemblée nationale du Québec, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé pouvoir voir de mon vécu. Et vu de Montréal, je peux vous dire que l'engagement de la majorité québécoise, ainsi que celle du gouvernement du Québec en particulier, est impressionnante et encourageante pour nous tous qui voulons bâtir. La chose n'est pas faite et je pense qu'aujourd'hui, on a fait une excellente liste de choses à faire et à conclure, mais c'est une occasion exceptionnelle qu'il faut absolument saisir. Au niveau des constats, j'ai été très intéressé ce matin de me faire rappeler combien la relation vient de loin, mais par contre combien elle doit être actualisée à la lumière des relations modernes des francophonies canadiennes avec le Québec. La grande réussite de la dernière année, je pense que c'était l'expression d'une volonté forte de renouveler cette relation-là. Et puis, je reviens à l'intervention d'ouverture de M. Lévesque ce matin, où moi, j'ai nettement noté un énoncé clair de l'intention du gouvernement du Québec de jouer son rôle pleinement. Et aujourd'hui, à la suite de cette intervention d'ouverture-là, je pense qu'on a déjà on a lancé une discussion fort stimulante sur la façon d'exercer ce leadership-là pour refléter les réalités de 2019 et l'avenir. J'ai été aussi frappé par le constat de l'appartenance du Québec à la francophonie canadienne et sur le plan conceptuel, combien c'est une évolution dans la conception du Québec et de sa relation avec la francophonie canadienne. Et je pense que c'est un développement qu'il faut saluer et qui peut devenir des assises solides sur lesquelles on peut renouveler une relation qui est forte et durable. Mais comme le signalait M. Pelletier ce matin, la présence du Québec ne doit pas être condescendante. Et je pense qu'il faut réfléchir à la nature qu'on va donner à cette relation-là. Et il reste beaucoup de travail à faire pour définir la relation souhaitée et comment la concrétiser. Et j'ai aussi noté, encore là, la recommandation de M. Pelletier, oui politique, mais plan d'action également. Ça va être quoi le plan de match pour la rendre réelle et concrète, cette politique-là? Je pense qu'il faut s'attarder là-dessus. Puis j'ai trouvé utile, en vous écoutant tous, d'essayer d'organiser un peu, de réfléchir à cette relation-là sous deux axes, ou dans deux dimensions. L'intervention sur le terrain et la relation politique.
Et puis, l'intervention sur le terrain, j'ai beaucoup apprécié les rapports des gens qui nous ont vraiment raconté comment ils vivaient concrètement la politique et combien c'est important la part du Québec sur le terrain, en ressources, en expertise, en prêt de service. Et puis, je me suis donné, c'est venu à l'idée en vous écoutant qu'il y a peut-être un petit travail à faire pour mettre en commun soit les pratiques exemplaires ou les choses qu'on peut aller chercher dans ces réussites-là et de faire la liste. Quels sont les éléments qui sont essentiels à la réussite? Quelles sont les conditions déterminantes pour que la relation vaille la peine pour les deux parties? Je pense qu'il y aurait un travail intéressant à faire là-dessus. J'ai aussi noté dans à peu près tous les exemples la puissance des réseaux et l'importance des personnes qui animent ce réseau-là. Mais en même temps, combien il faut combattre l'essoufflement de nos communautés et de ces réseaux-là. Souvent, ce sont les mêmes personnes qui sont hautement sollicitées et il faut faire attention justement à veiller à la réussite à long terme de toutes ces relations-là. Puis je pense qu'il faut maintenir ça en tête. J'ai aussi noté, vous étiez plusieurs à souligner l'importance de la réciprocité des expertises et des contributions à la relation et la pérennité de ces ententes-là et de ces relations-là. Je pense encore là de prendre un moment pour bien définir qu'est-ce que chaque personne, qu'est-ce que chaque partie s'en va chercher dans la relation. Je pense que ça peut la renforcer davantage. Sur le plan de la relation politique, j'ai trouvé ça utile que Mme Harel nous rappelle qu'en fait, sur le plan structurel ou institutionnel, on retourne aux années du premier ministre Lesage et le service du Canada français outre-frontière. Et j'ai aussi trouvé intéressant de noter que tous les partis politiques du Québec ont une politique sur la francophonie canadienne. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et valorisant pour nous et qui a un lien commun autour de l'amour de la langue française, de la sensibilité aux défis que vivent les francophones hors Québec et la main tendue aux concitoyens d'expression française et le sens du devoir qui est peut-être pas nouveau, mais qui a été réaffirmé dans la dernière année. Je pense qu'il faut se réjouir de ça. Et j'y avais pas réfléchi comme ça, mais d'écouter M. Fournier nous parler des conséquences du maître chez nous. Et comme quoi, si on était maître chez nous, ça voulait dire qu'ailleurs, c'est chez quelqu'un d'autre. Et combien ça peut conditionner notre vision d'une relation qui est vraiment le nous et le eux, et de voir combien c'est en train d'évoluer ça aussi, et qu'on est essentiellement unis dans la défense et la promotion de la langue française. Ça a été utile de me faire rappeler aussi que nous sommes tous minoritaires. Et dans mon quotidien, bien que j'habite à NDG, alors il y a pas mal d'anglais autour de moi, mais dans mon quotidien, c'est moins évident. Mais de me faire rappeler ça comme francophone qui vient d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment utile. Et de permettre la protection de la langue française, même au Québec. Important de se le rappeler. Et encore une fois, vous avez été plusieurs à le souligner, non seulement du panel, mais du micro dans la salle, notre devoir partagé, le devoir d'avenir que nous partageons tous, et qu'on doit écrire notre histoire ensemble et s'entendre sur une vision commune de l'avenir et faire de cette vision-là le fondement de la nouvelle politique. On a parlé beaucoup de solidarité et le défi, c'est de la maintenir au-delà de la crise, lorsque les dossiers de la francophonie ne font plus la une. Et je pense qu'on le vit déjà. Rémi en a parlé dans son intervention, puis je pense qu'il faut se rappeler tout ça. Et j'ai trouvé ça utile aussi d'écouter les exemples des interventions du gouvernement du Québec dans des dossiers très concrets. Alors oui, il y a une solidarité conceptuelle, mais dans des dossiers, on a noté Radio-Canada, on a noté l'immigration. M. Fournier nous a fait part de certaines interventions par rapport à un autre gouvernement provincial pour pouvoir faire avancer certains dossiers de façon discrète en arrière-scène. Je pense que c'est important. Mais la question que j'ai, c'est qu'est-ce qui arrive à cette solidarité-là quand elle est testée? Je pense qu'on se doit d'avoir une discussion de groupe là-dessus. Le commentaire de Mme Harel, encore une fois, m'est resté à l'esprit, où le gouvernement du Québec se doit de protéger ses compétences d'État.
Ceci peut créer des conflits avec le sentiment de solidarité dans certains dossiers. Et comment est-ce qu'on va gérer ça? Et comment est-ce qu'on va tous s'entendre un peu sur les limites ou les paramètres de cette solidarité-là? Vous avez encore une fois été plusieurs à noter l'engagement pan-canadien envers la francophonie. Et plusieurs ont posé la question, les politiques d'appui à la francophonie, est-ce que c'est un accommodement pour la minorité ou c'est un geste qui est bénéfique à l'ensemble? Et les mots qu'on utilise souvent visent les bénéfices, l'accommodement pour la minorité, alors que, et on se l'est dit à plusieurs reprises aujourd'hui, alors que nous bénéficions tous, tous les citoyens canadiens bénéficient de ça. Et c'est intéressant d'imaginer comment la présence accrue du Québec affecterait la dynamique intergouvernementale. Et on a parlé un petit peu des relations bilatérales entre gouvernements provinciaux et territoriaux. On peut aussi imaginer un potentiel d'action collective autour de la table du Conseil de la Fédération, qui a quand même 15 ans, voire 16 ans cette année. Et on peut s'imaginer qu'il y a des gestes qui peuvent être posés qui sont pan-canadiens sans nécessairement devoir être fédéral. Et vis-à-vis le fédéral aussi, j'ai trouvé la discussion intéressante du retrait du Québec par rapport à la question des langues officielles sur le palier pan-canadien et Ottawa qui occupe maintenant ce territoire-là. On a à réfléchir sur comment on va gérer cette nouvelle relation. Et qu'est-ce qu'on peut aller tirer de ça? Parce qu'il y a une richesse qui peut sortir de cette nouvelle dynamique-là. Extrêmement important à mes yeux que l'engagement se fasse dans tous les dossiers, plutôt que juste ceux qui sont libellés francophonie. Et je pense que ça nous permettrait de voir plus clairement l'impact des politiques publiques et des décisions gouvernementales sur les francophonies canadiennes. C'est facile de tomber dans le piège de voir la francophonie comme étant un dossier ou une boîte qui est ici puis qu'on coche, alors que c'est une lentille d'analyse qu'il faut appliquer à l'ensemble des politiques publiques. Alors oui, c'est un dossier, mais c'est plus que ça. Et on peut faire une analyse globale des gestes et de mesurer ou analyser l'impact potentiel sur les communautés. Et je pense que l'engagement, le renouvellement de l'engagement du gouvernement du Québec à cet égard-là est très positif à mes yeux pour permettre ça, d'avoir un allié autour de la table qui va dire ça va être quoi l'impact sur telle communauté. Je pense que c'est extrêmement important. On a aussi parlé de certaines sensibilités qu'il faudrait préoccuper, dont il faudrait se préoccuper. Puis on a parlé un peu de la communauté anglophone au Québec. J'ai l'impression qu'alors qu'on avance vers le sommet du printemps, on va être obligé d'en parler davantage. Et être obligé de s'entendre peut-être un peu sur les paramètres de l'équilibre entre le besoin d'une approche asymétrique et le maintien des services à la communauté anglophone. Je suis convaincu que plusieurs d'entre nous, plusieurs leaders de la communauté hors Québec ont suivi, à titre d'exemple, le débat au Québec sur les commissions scolaires de très près. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder dans le paysage, de voir un peu comment on va réagir lorsque le gouvernement du Québec prend des décisions, comme il se doit, auprès de sa propre communauté linguistique minoritaire. Et je pense que ça fait partie des sensibilités dont il faut se préoccuper. On a parlé un peu plus de la majorité anglophone ailleurs au pays et le besoin de créer un grand consensus autour de ces enjeux-là. Et je pense qu'il faut reconnaître qu'on travaille dans un environnement aujourd'hui où la plupart des stratégies politiques, des stratégies électorales visent la plus petite coalition nécessaire à la victoire. On fait très rarement maintenant des campagnes pour le 50% plus 1. Si 34% c'est ce qui est nécessaire pour la victoire, c'est le 34% qu'on vise. Et si 33% c'est suffisant, ça va être ça qu'on va viser. Mais on a vu en Ontario et ailleurs dans la dernière année combien c'est pas nécessaire que la majorité soit hostile à un service ou un programme d'aide pour que le gouvernement se sente à l'aise d'agir et de s'en prendre à nos acquis. L'indifférence à l'égard de ça est suffisante. Et je pense qu'on a un devoir partagé de continuer à maintenir l'appui de la majorité pour ce qui nous revient. Autrement, et on le sait très bien, on l'a tous vécu, les acquis sont à refaire constamment. Au niveau des paramètres d'une nouvelle politique, puis je vais finir là-dessus, je pense que la bonne volonté, puis c'est peu dire bonne volonté, c'est plus que ça, des partenaires est vraiment bien démontrée.
Et on le voit non seulement dans les paroles, mais on le voit dans les gestes jusqu'à présent, ce qui est extrêmement encourageant. Mais concrètement, il nous reste un travail à faire pour bien définir, bien élaborer les attentes de tous et chacun à l'égard de cette politique-là. Et je pense que plus on s'attarde à ça et plus ça va être clair dans l'élaboration de la nouvelle politique, plus ça va être facile, non, moins ça va être difficile de gérer les tensions après, une fois que la politique va être mise en œuvre, parce qu'on se sera attardé au fait qu'il faut s'assurer que tout le monde se comprend et est sur la même longueur d'onde. Quels seront les principes directeurs qui vont orienter la politique? Je pense qu'un énoncé de ces principes-là extrêmement important. Et entre autres principes, vous avez été plusieurs à noter que la politique devrait soutenir une vision inclusive de la francophonie et de réfléchir à la différence entre l'appartenance ponctuelle et l'appartenance continue et l'importance de multiplier les occasions de vivre sa francophonie. J'ai trouvé le point fort intéressant. Quel sera l'équilibre entre la solidarité au sein de tous les éléments qui constituent la francophonie canadienne et les besoins du Québec de défendre ses compétences d'État? Je reviens à l'observation de Mme Marel. Et c'est l'État québécois qui va déterminer ça, mais je pense que c'est important pour ses partenaires de la francophonie canadienne de bien comprendre les paramètres. On n'aura jamais une ligne très claire, mais de comprendre un peu comment ces décisions-là vont être prises et quels seront les éléments quels seront les facteurs à évaluer. Je pense que ce serait fort utile à faire. Je reviens sur l'idée que, pas juste une politique, mais un plan d'action. Et en plus du plan d'action, Mme Adam a mentionné quels seront les mécanismes d'évaluation et de reddition de comptes. Et assurons-nous d'incorporer ça dans la politique même. Et j'irais jusqu'à dire que on va souhaiter que la politique soit innovante au point où on ne peut pas déterminer et prédire avec précision quels en seront les résultats. Alors, un élément de reddition de compte qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas de prédire exactement quels en seront les résultats et tout ça, mais de dire, voici les structures de gouvernance qu'on va mettre autour de ça, pour se concerter régulièrement et voir est-ce qu'il y a une correction à faire dans le trajet de cette politique-là. Est-ce qu'il y a des ajustements de parcours à faire, plutôt que de dire, voici la politique, on se reverra dans 5 ans, d'avoir des occasions régulières de donner du feedback et de proposer des ajustements. Je pense que ce serait fort bienvenu. Et j'ai bien aimé aussi de me faire rappeler qu'on n'est pas seul là-dedans et qu'il y a des modèles dont on peut s'inspirer à travers le monde, mais qu'en même temps, c'est pas la question de choisir le modèle irlandais versus choisir le modèle basque, mais bien de dire quels sont les éléments qui s'appliquent le mieux aux réalités et à l'histoire commune qu'on a ici au Canada et comment est-ce qu'on adapte ces modèles-là pour en créer un qui est véritablement canadien. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que j'ai fait honneur aux interventions que j'ai beaucoup, beaucoup appréciées depuis le début de la journée. Et s'il y a des questions, ça me ferait plaisir, mais on peut laisser commencer. Merci beaucoup, Graham, pour ce tour de force. Vraiment, ça a été une belle synthèse de cette journée-là qui en résume les principaux éléments transversaux. Merci beaucoup pour cet exercice. Est-ce qu'il y a quelques questions? On a quelques minutes avant de donner le mot de la fin à Graham Fraser. Est-ce que quelqu'un veut ajouter à cette synthèse des questions pour M. Fox? J'ai eu chaud, mais c'est correct. Personne ne veut vous accoter, ça fait que personne ne veut oser des questions. Dans ce cas-là, passons tout de suite au mot de conclusion de Graham Fraser. Laissez-moi vous le présenter. C'est pas à tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir 2 anciens commissaires aux langues officielles dans la même salle. Alors profitons de ce moment privilégié qu'on a aujourd'hui. Graham Fraser est professeur invité à l'Institut des études canadiennes à l'Université McGill et professionnel en résidence à l'École supérieure des affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa.
Il a aussi été professeur invité à l'Institut des études canadiennes à l'Université McGill, où il a enseigné des cours sur les élections québécoises et les politiques linguistiques canadiennes. Il a été nommé commissaire aux langues officielles en 2006 et a servi dans ce poste jusqu'en 2016. Pendant son mandat, il a été le premier président de l'Association internationale des commissaires linguistiques. Avant d'être nommé commissaire, il était journaliste chargé des affaires nationales au quotidien de Toronto Star de 2000 à 2006. Pendant sa carrière, M. Fraser a écrit sur la politique municipale canadienne et québécoise, ainsi que sur les affaires internationales et la politique des États-Unis. Il est le récipiendaire de 5 doctorats honorifiques et a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 2019. M. Fraser. Merci beaucoup. Quelle synthèse magistrale. Je suis très admiratif de cette synthèse que Graham nous a donnée. J'aimerais remercier Linda Cardinal et Martin Normand d'avoir organisé cette conférence et j'aimerais en profiter aussi pour saluer et remercier Diane Adam. Je pense qu'avec son intervention, on a pu voir à quel point c'était un défi pour moi de la succéder. Une femme tellement d'énergie, d'initiative, et qui m'a vraiment appuyé au début de mon mandat. Je la remercie beaucoup. Quand j'ai commencé, je me suis donné l'objectif de laisser à mon successeur un commissariat qui était en aussi bonne santé que le commissariat qu'elle m'avait laissé. Je m'en voudrais si je ne soulignais pas la date importante de cette conférence. Pour moi, et je pense pour beaucoup de ceux qui ont plus que 50 ans, je ne peux penser à la date du 15 novembre sans penser à l'élection du Parti québécois il y a maintenant 43 ans. La victoire du parti de René Lévesque, qui avait déjà traité les minorités francophones de dead ducks, et la perspective d'un référendum sur la souveraineté ou la souveraineté association, comme disait M. Lévesque, représentait un défi existentiel pour les francophones. C'est aussi le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles et j'étais intéressé, frappé par la suggestion de Rémi Légère que le Québec devrait s'intéresser à la modernisation de la loi. Je pense que ça exigerait un réengagement du Québec de notre façon dans les affaires canadiennes. C'est aussi, comme on a mentionné ce matin, le premier anniversaire de Jeudi noir, le 15 novembre 2018. Le 15 novembre 1976 était 12 ans après une autre date fatidique, l'automne 1967, les États généraux, qui, dans la phrase de Joseph-Yvon Thériault, marquaient la fin du Canada français. Pendant longtemps, on avait l'impression que les communautés franco-canadiennes étaient perçues au Québec comme presque une menace à la nation québécoise, ou bien parce que leur existence minait l'argument en faveur de l'indépendance du Québec, ou bien parce que leur persistance représentait un reproche et un sentiment culpabilisant d'abandon. Donc, il y avait une ignorance presque voulue des communautés franco-canadiennes par le Québec. Les commerces québécois, comme Jean Coutu, affichaient uniquement en anglais quand ils faisaient de l'expansion en Acadie ou en Ontario, et on excluait pendant longtemps la présence sur le cadran télévisuel de TFO, le Réseau francophone d'éducation de l'Ontario. Depuis des années, les communautés francophones au Canada ont regardé le Québec avec espoir. En 2001, la Fédération des communautés francophones et acadiennes a publié « Parlons-nous, dialogue », dans lequel elle a établi comme objectif, et je cite, « d'abord et avant tout de concevoir et de mettre en œuvre une vision pan-canadienne du fait français. Au-delà de l'espace politique qui est la sienne, le Québec doit retrouver sa place
au sein d'une communauté nationale francophone. Maintenant, on est en train de repenser le rapport entre le Québec et la francophonie canadienne pendant le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Ce n'est pas la première fois. Il y a maintenant 15 ans, Benoît Pelletier a lancé la phrase « Le Québec est de retour » quand il a organisé le Forum de la francophonie en mai 2004. Ce forum a fait plusieurs recommandations, et je cite, « de déterminer les enjeux de la francophonie canadienne et de dégager une vision commune, de même que les stratégies assorties d'objectifs précis, d'associer l'ensemble des ministères québécois à sa mise en œuvre, tout particulièrement au Québec, de favoriser la collaboration avec les autres gouvernements, les réseaux institutionnels et la société civile, de prendre en considération les plans globaux de développement des communautés, de veiller à ce que son champ d'application soit le plus large possible et vise explicitement la jeunesse, de miser sur des projets structurants sans négliger pour autant les initiatives communautaires de moindre envergure, de poursuivre la tenue de forums sectoriels et de concevoir un mécanisme contenu de concertation. C'était il y a 15 ans. C'était assez familier après cette journée d'études. M. Pelletier n'est plus en politique active et les gouvernements subséquents n'ont pas eu le même enthousiasme pour la francophonie canadienne. Quoi faire maintenant? En plus de tout ce qu'on a entendu, tout ce que Graham a mentionné dans son synthèse, d'abord, je pense à la phrase du grand philosophe de la médecine, Hippocrate. « Primum non nocere ». D'abord, ne pas nuire. Le Québec devrait s'abstenir d'intervenir devant les tribunaux contre les intérêts des minorités francophones. Trop souvent, quand les communautés francophones sont allées devant les tribunaux pour se prévaloir de leur droit à une part égale en éducation, elles se sont trouvées en face d'un adversaire imprévu, le Québec. L'argument était simple, voire simpliste. Dans les yeux du gouvernement du Québec, tout gain pour les minorités francophones risquait de devenir une arme pour la minorité anglophone au Québec. C'est dommage. Un premier pas vers une réconciliation serait de prendre une décision d'appuyer au lieu de miner les revendications des communautés francophones. Un autre geste important pour les politiciens québécois envers la communauté francophone serait de les visiter, les voir et les écouter, et par la suite, d'en parler. J'étais fasciné d'entendre ce matin la tournée que Mme Lebel a faite, et j'espère qu'on entend parler plus souvent. En ce moment, les communautés francophones sont très peu connues au Québec. Un élément positif, si je peux le dire ainsi, de l'initiative du gouvernement de l'Ontario d'essayer d'abolir l'Université de l'Ontario français et le poste du commissaire au service en français il y a un an aujourd'hui, était que les 15 000 manifestants dans les rues ont attiré l'attention au Québec. M. Legault a même soulevé la question dans sa rencontre avec M. Ford. Je ne sais pas si c'est M. Legault, les manifestants, M. Scheer peut-être, ou l'argent du fédéral, mais le gouvernement a reculé. Et comme c'était le cas avec le règlement 17 et la crise de l'hôpital Montfort, le résultat était une mobilisation et une plus grande solidarité de la communauté franco-ontarienne. Malheureusement, la visite la plus visible d'une Québécoise aux communautés francophones était celle de Nelise Bombardier, qui était une provocation et non un geste de réconciliation. Mais sa perception pessimiste et condescendante des communautés qu'elle a visitées n'est pas unique, mais une attitude très répandue au Québec. Hors Québec, point de salut. Un autre point, aussi paradoxal que les autres. Richard Lacombe, ce matin, a parlé de tous les échanges
qui existe pour les jeunes. Mais maintenant, il est beaucoup plus facile pour un enseignant au Québec de faire un échange avec un enseignant en France qu'en Ontario ou une autre province. Et il est beaucoup plus facile pour un enseignant en Ontario de faire un échange avec un enseignant en Australie qu'avec un enseignant au Québec. Une façon d'établir des liens, ou comme disait le titre de notre conférence sur ce sujet, de briser les solitudes, serait d'établir un système d'échange de professeurs. Ce serait une façon concrète de créer et de renforcer les liens entre le Québec et la francophonie canadienne. Enfin, j'aimerais reprendre et peut-être déformer un slogan publicitaire d'un brasseur québécois il y a 45 ans, un chiffre que j'ai entendu ce matin, on est 11 millions, il faut se parler. Merci beaucoup. Ah oui, excusez, je l'avais bougé peut-être. Alors, merci beaucoup aux deux Graham, mais merci à tous les panélistes. Merci aussi à vous tous dans la salle qui avez passé la journée avec nous. Quand on a préparé cette journée, on vous a tous triés sur le volet. On voulait avoir un public qui allait participer à cet espace de co-construction de cette nouvelle politique, tout en reconnaissant que la politique actuelle, elle est aussi très bonne. Mais c'est une politique qui veut être renouvelée et on espère, en tout cas pour vous tous, que vous avez trouvé la journée dynamique, inspirante, que ça a suscité chez vous de nouvelles réflexions. En tout cas, on sait que vous avez tous beaucoup d'idées parce que vous êtes venus au micro et puis je dois dire bien franchement que c'était tout à fait passionnant d'écouter tout le monde. Et je pense que, j'espère en tout cas pour nos collègues du Québec que c'était instructif de voir qu'on y a réfléchi à cette politique et qu'on a beaucoup d'idées sur comment l'améliorer. Alors, ce matin, je vous ai dit, c'est une deuxième journée d'études. L'année dernière, on avait fait une journée d'études qui s'intitulait Le Québec et la francophonie canadienne, un avant et un après Doug Ford. C'était une journée inspirante. On avait des collègues qui nous ont dressé des portraits, des tableaux de toute l'histoire de la francophonie, des relations entre les francophones. Aujourd'hui, c'est une journée où on se projette dans l'avenir. On veut faire des choses ensemble et je pense qu'aujourd'hui, universitaires, communautaires, acteurs économiques, acteurs gouvernementaux, on s'est vraiment solidarisés dans la réflexion et j'espère que vous en aurez tous profité. Il y a d'autres étapes à venir. Madame Lebel fait une consultation en ce moment. Il y aura une grande rencontre à Québec. Et c'est une politique qui, je l'espère, va revenir aussi aux parties prenantes. On aura tous la chance de se prononcer sur cette politique, mais évidemment, il y a beaucoup d'idées qui circulent, il y a beaucoup d'attentes, mais évidemment, une politique, ça doit faire des choix. Et on espère qu'on pourra créer quand même collectivement des consensus au sein d'un certain nombre de choses qui feront que même si la politique ne comprend pas tout ce qu'on veut, elle va comprendre les choses essentielles et le reste, bien, ce sera des messages qui porteront et qui continueront de faire avancer la réflexion de façon très collaborative entre nous. C'est une politique qui fonctionne déjà bien à bien des égards et c'est une politique prometteuse à bien des égards. Et je voudrais vous dire pourquoi ça fonctionne bien, cette politique en ce moment. C'est grâce à des gens du secrétariat des relations... Attends, c'est un nom compliqué maintenant que vous avez, là. Secrétariat québécois des relations canadiennes. On ne leur dira pas assez, mais l'équipe de Mme Renée Madar, c'est une équipe de femmes extraordinaires. Et d'hommes, je ne les ai pas encore rencontrés, malheureusement. J'ai travaillé depuis le début avec Marie-André Bédard, qui est avec nous aujourd'hui, qui est à Québec, Marianne Bonnard, Renée Madar,
Ce sont tous des gens avec qui on a eu de très belles collaborations et c'était très agréable de travailler avec vous, mesdames et messieurs, que je n'ai pas encore rencontrés. Mais en tout cas, merci beaucoup et j'aimerais qu'on les applaudisse très chaleureusement. Et je voudrais aussi adresser mes remerciements tout spécialement à mon collaborateur Martin Normand, mais aussi à Guillaume Deschênes-Thériault, qui est celui qui était dans mon équipe depuis le début, qui vous a accueilli, qui s'est occupé de la nourriture, qui a été une cheville ouvrière extraordinaire aujourd'hui. Alors, Guillaume, merci beaucoup à toi aussi. Martin, merci beaucoup. Merci aussi à tous les gens qui nous ont écoutés et qui ont participé à cette journée par l'entremise de Facebook Live. L'événement a été enregistré. L'événement va être diffusé dans le site Internet du Centre de la francophonie des Amériques. Et nous allons préparer un rapport que nous allons remettre à la ministre. Encore une fois, merci à nos partenaires. Le Centre de la francophonie des Amériques, qui joue un rôle essentiel en francophonie, qui occupe tout un secteur qui est celui de la société civile, qui a une vision pan-francophone dans les Amériques, qui est une vision aussi très importante parce que l'Amérique, on l'a dit aujourd'hui, la francophonie, c'est-à-dire ses frontières, c'est des champs de compétences, c'est des frontières souvent bureaucratiques, mais il ne faut pas que ça nous empêche de faire des choses ensemble. Mais grâce au Centre de la francophonie des Amériques, je pense qu'on a fait un grand bout de chemin. Merci encore une fois au SQRC, merci à l'UOF et merci à l'Université d'Ottawa. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end et un bon retour chez vous. Au revoir.